Bien, on évoquait donc avant la pause la situation sécuritaire avec les accidents et actes criminels en hausse au second semestre de l'année 2020. Situation sécuritaire présentée par les ministres de la Sécurité et des transports routiers. Vivien Tomi, vous aviez la parole avant la pause avec la lumière devant les maisons. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le Togo a gagné avec les nouvelles communes. Nous avons 117 communes. Et je crois que le maire Hérault ne va pas dire le contraire. Les 117 communes doivent payer une partie des factures d'électricité, si je ne me trompe. Et chaque commune a, si on prend la zone de Lomé, chaque commune a une zone à couvrir en termes de frais d'électricité. Si en plus de ça, et avec les efforts de mettre aussi de la lumière avec l'énergie solaire, si les ménages du Togo arrivaient à allumer à leur devanture, je crois que pour le moment, on pourrait avoir une ville plus ou moins éclairée. Les voleurs, les braqueurs n'ont pas l'habitude malheureusement, ils ne connaissent pas cette technique chez nous, d'aller éteindre les lumières ou bien de casser les ampoules, comme ça se fait dans d'autres pays. Non, ils ne peuvent pas parce qu'ils peuvent être électrocutés. Donc, aujourd'hui, si toutes les maisons arrivaient à garder une seule lumière dehors, je crois que nos villes, nos quartiers seront éliminés. Et puis, on pourrait réduire un peu ce taux de criminalité. Et heureusement que dans le gouvernement actuel, nous avons une ministre chargée de l'énergie. Et donc, nous pensons qu'il y aura quand même un grand pas dans l'électrification de tout le pays. Pourquoi ne pas mettre à profit l'énergie solaire? Parce que c'est une question de sécurité aussi. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que je vais aller dans son sens pour dire que vraiment l'électrification des zones est déjà un moyen pour pouvoir limiter ce fléau. Mais moi, je me pose plutôt la question de savoir quelle est la tranche d'âge qui est souvent impliquée dans ce type de drogue, etc., pour qu'on puisse faire un peu le jugement. Parce que là, ça se rajeunit, hein, parce que vous avez... même dans les écoles, au lycée... Même si on pouvait aller vers les classes sociales, vous verrez que c'est des gens qui se sont faits d'une manière ou d'une autre précipitamment de richesse, qui ne savent pas gérer ces richesses, qui laissent leurs enfants déborder jusqu'à un certain nombre de choses là. La deuxième chose, c'est la pauvreté. Mais il n'y a pas que leurs enfants. Non, il y a aussi les enfants des pauvres. La deuxième cause. D'accord. Pauvreté, parce que les autres là arrivent à basculer ceci dans leur clic rapidement. Et puisqu'ils sont dépendants de ces gens-là, ils vont se livrer à beaucoup de choses. Voilà pourquoi le taux là augmente. Il y a la troisième chose, le sous-emploi. Vous pensez que si tout le monde avait quelque chose à faire, était occupé, est-ce qu'il va se livrer à des trucs de drogue, etc., etc. Non, il y en a qui sont pervers, qui vont le faire. Non, surtout si c'est des emplois de responsabilité, des emplois de qualité, des emplois décents. Ça, je sais ce que je dis. Vous pensez aujourd'hui que quand vous arrivez chez vous à la maison, vous avez la capacité de rentrer dans votre chambre, de regarder le film qui vous plaît, de suivre le feuilleton qui vous plaît, après de pouvoir manipuler... De boire du bon vin. Du bon vin, vous allez dans la rue pour des choses comme ça. Non, il faut dire qu'il y a certaines choses qui ne nous permettent pas de rester chez nous. Mais il y en a, cher ami, il y en a qui boivent du bon vin, même du champagne, et qui commandent ces stupéfiants. Ce que nous disons ici, ce n'est pas que c'est un cas d'école au Togo. On en fait partout, et il y en a surtout partout, mais nous parlons de la recrudescence de ce truc-là et de la tranche d'âge que ça affecte. C'est pourquoi nous disons, il y a aussi le problème de la déperdition scolaire. Donc, quand l'école n'arrive pas à maintenir pendant longtemps les jeunes, ils les livrent à un moment donné où ils ne sont pas mûrs, ils n'ont pas l'esprit de responsabilité. Ces jeunes-là sont abandonnés à eux-mêmes et ils sont rapidement acquis par leurs pères qui sont dans... C'est relatif. C'est relatif du moment où même dans les écoles maintenant, la drogue circule dans certaines écoles. Je vous parle aujourd'hui parce que l'UNICEF et le Togo est en train de mettre sur pied un certain nombre de choses, de thématiques qui puissent permettre, tu vois, nous parlons aujourd'hui de compétences de vie courante. Quelles sont les compétences de vie courante que nous amenons dans ce pays au niveau des familles, au niveau des écoles, pour pouvoir amener les enfants à s'écarter de ces fléaux. Donc c'est pourquoi je parle de l'action scolaire. Vous ne pouvez rien exiger de la population si l'école n'est pas porteuse en termes de responsabilité, de vertu. Alors, il y a un dernier point, c'est le trafic du carburant de contrebande.
c'est vrai que moi, j'aime pas trop parler de carburant frelaté parce que c'est pas toujours frelaté. Du carburant de contrebande qui s'est poursuivi malgré la fermeture de la frontière, des frontières avec le Nigeria, ce qui a fait que l'opération Entonnoir a également agi. Elle a permis de saisir 11 750 litres de carburant, 3 motos, une voiture et un trafiquant. C'est un trafic aussi juteux. Avant de répondre, je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce que l'ami vient de dire. C'est aussi, il y a le désengagement des parents. Oui. Ce qui concerne l'éducation des enfants. Oui. Vous savez, quand nous, on était jeunes, on était au collège, ce que nous faisons, d'habitude, c'est d'aller jouer au ballon. Mais aujourd'hui, je vous assure que à côté de ma maison, l'autre fois, on a vu un enfant jeune de 6e qui fume déjà la cigarette. Wow. À qui on voulait l'amener. Qu'est-ce que le parent peut faire? On a voulu l'amener. On a voulu l'amener chez moi. Il a commencé à supplier les gens. Et ce n'est qu'après qu'on m'a informé de la situation. Aujourd'hui, la toxicomanie gagne les plus jeunes. Parce que, entre-temps, oui, la pauvreté des parents font que on laisse les jeunes aller se chercher pour pouvoir aller à l'école. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que les parents doivent prendre aussi conscience par rapport à ça. Mais ce qui concerne l'essence de contrebande, vous savez, la fermeture de la frontière ne contribue pas à freiner ce fléau, plutôt contribuer à pouvoir l'évoluer, puisque vous savez, c'est des choses qui ne passent pas par la frontière normale, la frontière officielle. Donc, quand on ferme la frontière, tout le monde a l'habitude de passer par des frontières détournées. Et là, ça augmente encore parce que ces frontières détournées constituent maintenant, entre guillemets, les frontières officielles. Donc, quand vous passez avec l'essence, les gens qui contrôlent ne vont pas vous contrôler encore. Donc, ça devient une habitude de passer avec ces produits. En même temps, sur ce sujet, moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas, je ne sais pas, vouloir arrêter ce trafic alors qu'on sait que dans certaines parties du pays, les stations sont... Non, c'est là où moi je voulais en venir. En fait, le problème dans ce cas, ça dépend de l'organisation de chaque pays. Ailleurs, par exemple au Bénin, vous allez au Bénin, vous voyez les gens qui alignent les fûts un peu partout et c'est l'essence qui est dedans. Mais le problème, c'est que les causes ou bien les conséquences dévastatrices de ces produits, c'est ce qui amène, par exemple, notre pays à ne pas accepter ce produit. Sinon, on pouvait peut-être organiser le secteur, parce que, comme vous l'avez dit, organiser le secteur pour que là où il n'y a pas de station d'essence... L'État n'accepte jamais d'organiser la contrebande. Oui, la contrebande, mais il y avait un projet de... Je ne sais pas, là où il n'y a pas les stations d'essence. Multiplication, bien sûr. Moi, c'est qui devait permettre à un certain nombre secteur informel. Oui, un certain nombre de zones d'avoir des gens autour. Moi, ce qui m'étonne, et par rapport à Niamey, vous savez, l'essence sur la route est plus chère que l'essence dans les stations. Je ne sais pas comment ils ont pu contrôler, ils ont les mécanismes mis en place pour que l'essence qui est au niveau des stations devienne moins chère que l'essence qui est au bord de la route. Vous êtes obligé d'aller en station. Vous êtes obligé d'aller en station. Il y a que nous avons ici. Oui. Moi, je quelque chose. Bon, vous voyez, d'abord, il y a la concurrence. Les enfants qu'on poursuit dans la rue, c'est parce qu'ils concurrencent les stations d'essence. Non, pas forcément. Le gouvernement a son programme. Je suis en train de faire une analyse. La deuxième chose, c'est que ces enfants, ils vont parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas autre source de gain. C'est que de ça. Ils ont une certaine explosion d'imagination pour pouvoir même échapper à tous ces contrôles. Là, je me faisais une idée, comme ça, je dis, à supposer que je les autorise à le faire
mais en payant des taxes très élevées, qui ne leur permettent pas de faire des Non, moi je pense que... Samuel, il faut qu'on aille à la source. C'est de carburant de contrebande. Ça veut dire que la source n'est pas fiable, n'est pas officielle, n'est pas légalisée. Donc, à aucun moment, on ne peut permettre à des gens... Par exemple, ici, actuellement, c'est le commerce qui se fait actuellement. Quand vous allez dans les zones comme au niveau d'Avoué, bien sûr, les gens vont en station avec des bidons. Ça, c'est autre chose. Et pour ça, effectivement, il y a un programme du gouvernement qui a consisté à construire de petites... ça n'a pas vu le jour. Oui, ça n'a pas tellement marché. Aujourd'hui, le problème qui est réel, qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a beaucoup de villages, de milieux au Togo qui ne disposent pas de stations d'essence. Il y a des préfectures qui ont à peine 2 ou 3 stations d'essence. Il y a 2 ou 3 villes combinées qui ont à peine une station d'essence. Donc, la première solution, c'est d'abord de fournir, de distribuer un peu les stations d'essence un peu partout sur le territoire national et au niveau des localités les plus reculées, de permettre effectivement que des jeunes s'organisent pour vendre de l'essence, mais du carburant qui a une source quand même légalisée. Parce que pour la contrebande de l'essence qui est vendue au Togo, la première source c'est le Nigeria. Ça passe par le Nigeria, ça arrive au Bénin, et ça vient au Togo. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, il faut mettre... Il y a le Ghana aussi. Et le Ghana aussi. Vous avez le fait que des gens aussi vivent de ça. Je pense que le président Talon, quand il est venu, il a voulu s'attaquer à ce secteur. Il a compris finalement que je ne peux pas. Oui. Et je me rappelle encore son discours, il disait que ça nourrit des gens. Oui, mais ça... Vous leur prenez ça, vous leur donnez quoi à la place. Mais un État ne peut jamais dire que parce que tu vis, par exemple, de la filouterie ou du vol, donc il faut te laisser. Mais ici, non seulement nourrit, mais dépasse. Ici, ce que nous avons constaté, c'est que le carburant que certains appellent frelaté est souvent conservé dans les chambres à coucher. Et tout ce qu'il y a eu comme accident dans un pays où les gens utilisent encore du charbon pour préparer. Dans un pays où les gens utilisent des lampes, des lampions, le gouvernement ne peut jamais accepter que ce commerce prospère. Ce qu'il faut faire, c'est doter tous les milieux de petites stations pour pouvoir se servir. On a un autre sujet à aborder. Le problème aujourd'hui, Samuel, c'est la vision de chaque État, chaque gouvernement. Oui. C'est-à-dire que moi, je pense que si c'est qu'on compense cette activité avec d'autres activités, ça va être bien. Non. Donc ça c'est le rôle des organisations de la société civile de sensibiliser. C'est que ça rapporte de l'argent. Oui. Justement, c'est ce que je dis. C'est parce que c'est contrebande. C'est aujourd'hui que les accidents dus à la vente de ce carburant ont un peu diminué. Moi, je connais Sinon, un qui au moment où vraiment le trafic était florissant, qui est chauffeur, il me dit un voyage, il prend du carburant ici, il l'amène à Palimé, on lui donne 25 000. Quel boulot vous allez faire? Oui, ben c'est ça. Oui. Mais sauf que le jour où on l'attrape, il peut avoir tous les problèmes. Et puis, si jamais il a un accident, si jamais il y a un accident, la vie est foutue. Deuxième sujet, Togo, c'est l'arrestation des 3 enseignants syndiqués qui fait débat. Il s'agit du syndicat des enseignants du Togo, le 7, voilà. Je ne vais pas aller trop dans le fond de ce que j'ai devant moi ici. Je pense que Kofi Kanetom, vous maîtrisez un peu le sujet parce que moi, quand j'ai commencé par entendre parler du 7, ma première question c'était qu'est-ce que c'est encore? Finalement, je découvre que c'était un projet de syndicat ou un syndicat en gestation qui finalement aujourd'hui a maillé à partir avec les autorités. Oui, merci. Les enseignants ont trouvé mieux aujourd'hui, c'est de pouvoir contester ce qui est et de créer du nouveau. Donc, certains, non? Pas tous. De toutes les façons, non, je vous dis ce que je vis sur le terrain, parce que c'est ça aujourd'hui la nouvelle mode. Donc ça veut dire qu'à chaque moment, quand vous voyez l'autre faire, ça vous donne de l'ardeur, vous avez l'intention de le dépasser, et vous pensez que vous pouvez prendre les arènes et changer d'un bâton magique tout ce qui est. Sinon, comment vous pouvez comprendre que depuis un certain temps, depuis 2009, il y avait un certain nombre de fédérations qui ont commencé par négocier. Et quand vous parlez de négociation, c'est sur une période donnée et qui donne des résultats.
on ne peut pas dire que ça n'a pas donné de résultat parce que depuis 2019, il y a eu des primes qui n'ont jamais existé, de rentrées de bibliothèques qui se sont élevées à 150 000. Il y a des primes d'incitation à la le concours d'enseignants. À la fonction enseignante qui est arrivée et qui aujourd'hui est en train, il y a le statut particulier qui a été hérité, il y a un protocole d'accord qui essaie de faire chose. Et il faut dire que cette année même, les discussions sont allées parce qu'il y a eu un problème entre les 2 milliards qu'on devait allouer aux enseignants qui ne sont pas indexés. Et tout ça là, il y a eu des discussions autour de ça. Et le gouvernement ayant consenti que des apports ponctuels ne peuvent être indexés en raison des contraintes socio-économiques qui sont en vigueur, a consenti quand même de pouvoir réfléchir dans le sens de pouvoir apporter un certain appui financier aux enseignants pour raison de la pandémie qui est là. Et nous avions demandé pour l'année 2021, l'État dit nous allons étudier la possibilité de voir comment nous pouvons faire de sorte que sur 5 ans, vous puissiez avoir quelque chose en compensation de l'effort que vous fournissez par rapport à la pandémie. Et que des gens trouvent que ce n'est pas suffisant, qui se soustraient des groupes qui sont là et qui pensent que sur les 8 fédérations qui discutent avec les centrales syndicales, avec la représentation des parents d'élèves, avec la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, avec les représentants des écoles confessionnelles, et dire qu'ils peuvent venir être plus intelligents que tous ces groupes et pouvoir demander et obtenir aux enseignants plus que ce qui est débattu aujourd'hui. D'abord, moi, je ne croyais pas, mais je voulais voir, et j'étais même prêt à me dégager parce que je suis syndicaliste. Puisque si eux, ils peuvent ramener plus tôt ce que nous allons rappeler plus tard, il vaut mieux l'avoir plus tôt. Bon, malheureusement, que s'est-il passé? Nous avons appris avec beaucoup de peine ce qui s'est advenu et nous avons voulu aller aux discussions pour en savoir plus parce que c'est hier, et hier, effectivement, nous sommes allés aux discussions. Et nous avons constaté qu'il y avait eu des erreurs procédurales, d'abord pour l'implantation de ces syndicats, et cette erreur qui a engrangé un certain nombre de contrôles, d'enquêtes, de moralité, et qui a abouti à des dépôts de signatures, de fausses signatures. C'est là où il y a eu effectivement des interpellations pour pouvoir confronter les gens par rapport... On ne peut plus muscler. Pour pouvoir confronter les collègues. Ce que nous avons déploré, c'est que... Donc c'est suite à une plainte d'autres syndicalistes Non, c'est pour bien comprendre. C'est pas pour d'autres syndicalistes, c'est-à-dire qu'ils sont partis déposer, contrairement à ce qui se fait pour les syndicats, une demande d'enregistrement au niveau de l'administration territoriale, avec un PV naturel. Non, mais ce n'est pas ce qui se fait normalement pour les syndicats. Pour les syndicats. Donc, ça veut dire que c'est pourquoi je parlais d'erreur procédurale, c'est pourquoi je vous disais ça. Donc, quand ils ont déposé cela, ça donnait droit immédiatement à l'idée de la création d'une association par rapport à la loi 1901. Et dans ce cas de figure, il va falloir qu'on fasse des enquêtes de moralité de ceux-là qui doivent diriger ce truc-là. C'est d'habitude pour vous délivrer un récépissé. Et il faudrait qu'on voit les signataires des procès-verbaux et la liste de tous ceux qui ont participé à ce que moi j'ai appris. Il paraît que le congrès a été fait de façon virtuelle et les signatures ont été ramassées de préfecture en préfecture. Mais il s'est fait que, d'après ce que nous avons appris, des vérifications ont fait que certains n'ont pas reconnu avoir participé à ce truc et n'avoir pas déposé des signatures. Donc il y avait quelque part des faux et usage de faux. Donc c'est pour ça qu'on... Pour ce qui concerne la vérification, les enquêtes de moralité, ce n'est pas le ministère de l'administration territoriale qui le fait. Il passe le truc là, le témoin, à la gendarmerie. Donc c'est la gendarmerie qui, dans ces enquêtes, et puis, le ministre également avait dit, il paraît que le ministre aussi aurait constaté... Quel ministre? Le ministre de l'administration territoriale avait constaté qu'il y avait incohérence sur les signatures. Et comme il ne pouvait pas aussi contrôler cela, c'est la gendarmerie qui devait le faire. Donc, ce que nous avons pu faire hier, toutes les centrales ensemble et puis les fédérations, nous avons plaidé pour que d'abord la chose soit revue, pour que sur le plan syndical, qu'on ne puisse pas dire que c'est
parce qu'ils ont voulu créer un syndicat ou bien qu'ils ont voulu lancer une grève, ce qui est normal pour toute corporation de fonctionnaires, qu'ils ont été appréhendés. Donc pour cela, nous avons demandé à ce que les ministres fassent diligence pour que ce problème soit revu et qu'il soit relâché. Mais par rapport au problème de faux et usage de faux, là, ça dépasse les compétences des centrales syndicales et des fédérations. Et là... Donc, clairement, si l'affaire est telle, ça veut dire qu'il y avait un problème même sur la procédure de création même de ce syndicat. Mais ce qu'il faut peut-être relever ici, c'est ces méthodes assez musclées d'interpellation. On ne comprend plus rien ces temps-ci. Oui, justement, par rapport au problème des enseignants, moi, par principe, si je ne maîtrise pas un dossier, je n'aime pas en parler. Donc, c'est pourquoi je continue pas à chercher pour comprendre mieux. Mais par rapport aux arrestations, je crois que là, cela démontre un recul de la démocratie du Togo. Nous sommes arrivés en 2021. On n'est plus en 1992, on n'est plus en 1997 ou 95. Et je crois que le Togo, j'étais membre de la délégation qui a présenté tout récemment, ou bien il fut un temps, le rapport, le PU, le rapport périodique universel. Le Togo a été félicité sur plusieurs plans. Je me rappelle que c'est sur la question de l'homosexualité que le gouvernement a été ferme, a dit non, ça ne rentre pas dans notre culture, nous ne pouvons pas l'adopter, ainsi de suite. Mais on a été félicité. Le pays a été félicité pour les avancées qu'on a eues dans la pratique de la démocratie et des droits de l'homme. Et aujourd'hui, avec la répétition de ces arrestations spectaculaires, de ces arrestations à la Hollywood, de ces arrestations à la façon des films de M. Jean-Claude Van Damme, nous sommes en train de prendre des points en moins. Je pense que nous sommes un pays civilisé, démocratique. Moi, je dis nous sommes un État de droit. Alors, si tel est que nos amis, les enseignants, ont violé la loi, il faudrait que leurs arrestations se passent dans les normes. Une convocation à comparaître. Et s'il y a refus de comparaître, une deuxième convocation, je crois la troisième convocation, c'est en même temps. Maintenant, est-ce qu'il y a eu ces trois convocations? Je ne suis pas au courant. Maintenant, qu'est-ce qui presse pour qu'on puisse défoncer les portes? Et selon les témoignages que nous avons entendus, je crois que nous devons faire très attention parce que si on ne sait pas faire, on veut peut-être arranger les choses, on risque de plonger notre pays parce que les droits de l'homme, leur respect s'impose. Et le gouvernement, comme le chef de l'État, Faure Gnassingbé, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on cite le nom du Togo pour non-respect des droits de l'homme, juste parce que on voulait arrêter des enseignants. Les enseignants peuvent être convoqués et s'ils ne répondent pas, on peut trouver tous les moyens pour les arrêter, mais de grâce, il faut que ça cesse parce que finalement, c'est comme c'est devenu une nouvelle habitude. Sur le sujet, bon, comme l'a dit Vivien, personnellement, je ne maîtrise pas non plus trop ce qui se passe, mais moi, c'est juste sur le modus operandi des interpellations, des arrestations. Oui, en fait, aujourd'hui, comme il vient de décrire, les gens, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir un syndicat. Mais la manière d'avoir le syndicat est décrite. Et si vous voulez un syndicat, vous le faites en bonne et due forme. Là, sur ce coup, je ne pense pas qu'il y a encore un débat. Maintenant, si les gens n'ont pas respecté et les gens sont partis loin pour même prendre des signatures ou bien signer à la place des autres, ça sort du cadre syndical, comme il vient de le dire. Mais en quoi faut-il, comme vous l'avez dit, de les interpeller, de les garder la manière? Mais la manière aujourd'hui est spectaculaire. La manière aujourd'hui porte à croire, porte à croire que nous reculons qu'à ce qui concerne l'engagement des autorités au respect des droits de l'homme. Nous devons savoir quelque chose. C'est que, vous savez, comme vient de le dire, comme nous venons tous de le dire sur ce plateau,
la violence, l'insécurité, le civisme, le degré de civisme de la population, nous avons tous constaté qu'il y a une régression. C'est-à-dire que vous allez voir comment est-ce que les gens réagissent et vous ne pouvez même pas comprendre que c'est quelqu'un qui est éduqué, c'est quelqu'un qui a tel diplôme, telle responsabilité, qui se comporte ainsi. Je ne cautionne pas les forces de sécurité, mais j'ai été témoin d'un certain nombre de situations qui fait que si vous ne savez pas, vous allez donner raison à ces phénomènes-là. Donc moi je pense que il faut du professionnalisme, il faut une autre formation compte tenu de la situation de la mentalité sur le terrain. Il faut renouveler les formations. C'est ça. C'est ce que moi je pourrais dire. Parce que nous avons dit à la faute qu'il n'y ait pas une manière, chose erronée de mesurer. Parce que ceux dont il s'agit sont des fonctionnaires, des salariés. Ils ne sont pas en présence d'une faute, d'une erreur pénale où on peut douter que la personne va fuir. C'est des gens qui sont en poste et qu'on pouvait régulièrement, après vérification, parce que tout ce que nous avons dit, on n'est pas là-bas pour savoir si c'est vrai. Il faudrait d'abord qu'on donne des preuves et qu'on puisse interpeller les gens avec des convocations ou aller par leur hiérarchie pour pouvoir les confronter par rapport à... On va attribuer je pense que des efforts, les ministres ont dit, ils vont faire des efforts pour pouvoir régulariser la situation. On va attribuer les notes comme on a l'habitude de le faire chaque vendredi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc chacun a 30 secondes, Vivien. Oui, je vais prendre juste 5 secondes d'abord pour rappeler que notre journal Plume Libre est revenu sur le marché et que maintenant, périodiquement, vous pouvez lire encore vos rubriques que vous aimez. Et merci déjà pour tous les mots que nous avons reçus depuis la semaine passée. Donc, c'est un rappel. Alors, pour la note, je vais donner 8,50 à Madame Tomega Dogbe, Victoire Simdeho, notre chef de gouvernement et Premier ministre, pour ses actions. Déjà, ça fait plus de 100 jours. D'abord, de s'être rappelé de faire le bilan des 100 jours, ça c'est à féliciter. Et aussi, ce qu'on a vu pendant les 100 jours, je crois que c'est à encourager. Et donc, nous lui donnons 8,5 sur 10, en espérant que d'ici là, elle va atteindre les 10 sur 10. Georges Hérault. Moi, je voudrais donner déjà 9 sur 10 à notre ministre de tutelle, le ministre d'État, oui, pour cette manière d'organiser les élections régionales que j'apprécie beaucoup. Il faut que ça soit comme ça. Oui, bon, moi je penserais également à mon ministère, le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques de l'artisanat, puisqu'il est en train de vouloir doter le système de ce qui lui manquait il y a plusieurs années, depuis 2007, c'est-à-dire l'ouverture des concours pour le recrutement des élèves conseillers pédagogiques, des élèves inspecteurs, et également le recrutement des enseignants volontaires et des idées déjà en gestation pour la prise en compte des infrastructures. C'est des efforts qui viendront permettre à l'éducation de retrouver sa noblesse et de bien fonctionner. Parce que tout ce dont nous disons aujourd'hui est conditionné par l'éducation du peuple. Merci. Tu n'as pas donné la note? J'ai dit 9 sur 10. Ah d'accord, ok. Merci Georges Hérault, merci Emmanuel, Vivien, Tommy. Merci à tout un chacun de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine.